découvre une nouvelle chaîne de podcast qui s'appelle Culture et nous. Alors pourquoi Culture et nous ? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de monter cette série de podcasts ? Et pourquoi ce nom ? Parce que la culture, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir la recevoir. Et pourquoi nous ? Parce que nous, finalement, nous faisons la culture. Si nous faisons la culture, c'est que nous sommes réceptifs à cette culture et que nous pouvons aussi en parler. Et trop de gens ont peur d'en parler. Je peux vous dire ça parce que quand j'ai demandé à des personnes de venir parler des podcasts, la première réaction, ça a été « mais en quoi, moi, est-ce que je suis légitime pour en parler ?» N'importe qui est légitime à partir du moment où vous maîtrisez un sujet, que vous êtes passionné, que vous avez écrit un mémoire ou je ne sais quoi d'autre. Par exemple, prenons l'exemple des escargots. Si vous êtes un passionné des escargots, que vous adorez ces là, vous avez écrit un mémoire ou vous en mangez tous les week-ends, venez en parler, il n'y a pas de problème. Venez. Et donc, le sujet de ce podcast, ce sera la Coupe du Monde. Pourquoi ce sujet-là ? Parce que cette année, ça va être la 21e Coupe du Monde qui aura lieu en Russie. On va fêter les 88 ans de la première Coupe du Monde et je trouvais important de pouvoir en parler. Alors on l'a pris sous le prisme de la géopolitique parce que moi j'ai fait un master de géopolitique. D'ailleurs mes deux invités qui sont Mathieu et Alexandre ont fait avec moi un master de géopolitique et donc je me disais on va pas parler de Coupe du Monde pour les footballeurs en fonction des buts qu'ils marquent et des statistiques parce que ça vous pouvez le faire vous-même, mais de la géopolitique dans la Coupe du Monde parce que n'oubliez pas que c'est quand même l'événement le plus regardé au monde après les Jeux Olympiques, l'événement sportif, et que forcément ça rapporte des milliards et que forcément ça a une incidence géopolitique, ne serait-ce que pour la candidature. Alors, pour commencer, je présente juste les invités. Donc Mathieu, que j'ai rencontré en géopolitique, qui est un passionné de football, et qui aussi est un passionné d'histoire et un passionné de géopolitique, et Alexandre, qui a aussi le même profil. Donc je me disais ce serait intéressant de pouvoir en parler. Et donc, on va commencer avec Alexandre, si tu veux bien. Déjà nous parler des prémices de la Coupe du Monde. Tout à fait. Alors la première du monde, 1930, elle se passe en Uruguay. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi elle se passe en Uruguay, pourquoi elle se passe pas en Europe et encore plus en Angleterre. En effet, on sait que que le football a été inventé en Angleterre, que la Coupe du Monde est le fruit de l'invention d'un Français qui s'appelle Jules Rimet, qui est assez connu en France, qui a d'ailleurs donné son nom au trophée. Alors, c'est juste une question de culture, ça a été donné ce trophée jusqu'à que le Brésil gagne 3 Coupes du Monde. Tu veux le dire après peut-être, je sais pas, c'est... Non. C'est pas grave, on continue alors, vas-y. Donc pourquoi ? Parce qu'en Europe et dans les pays industrialisés de manière générale, on a un contexte qui est le krach boursier, qui se déroule en 1929 et qui va en fait entraîner une décennie de crise économique majeure qui ont frappé donc les grandes puissances industrielles d'Europe et des États-Unis. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1929, on a 5 candidatures européennes. On a l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède, et une candidature sud-américaine, donc l'Uruguay. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 1929, ces candidatures-là vont se désister les unes après les autres, pour qu'il n'y ait plus seulement que l'Uruguay qui soit à la fin, donc il n'y aura même pas de vote en fait. La Coupe du Monde va être attribuée à l'Uruguay directement. Et alors pourquoi les autres pays se sont désistés ? C'est à cause de la crise économique ou voilà. Ce qui est assez drôle justement, c'est de comprendre pourquoi. En fait, parce que l'Uruguay était le seul pays à pouvoir payer le voyage et l'hôtel pour toutes les équipes. Ah oui, parce qu'à l'époque, il faut préciser que le football n'était pas un football qu'on connaît aujourd'hui, c'était professionnel, c'était amateur généralement. Voilà. Et donc en fait il fallait pouvoir payer les footballeurs, donc leur payer le voyage et l'hôtel, et ça durait toute la durée de ce voyage, de cette compétition, ça durait 3 mois en tout, donc ça représente une grosse somme d'argent parce qu'à l'époque on voyageait pas en avion, on voyageait en bateau. D'accord, ouais. Donc il fallait pouvoir payer tout ça, donc l'Uruguay était le seul pays à pouvoir payer. Bon, l'Uruguay, en plus de ça, c'est un pays qui a été créé en 1830, donc c'était son centenaire, en 1930. Donc l'idée, c'était un peu de mettre l'Uruguay sur le devant de la scène, de le montrer comme un grand pays, alors que c'est un tout petit pays, quelques millions d'habitants, encore moins à l'époque. Et donc, ce pays-là a voulu se mettre un peu en avant, et donc a réussi à l'emporter d'ailleurs, comme vous le savez à la fin, ils ont remporté la première Coupe du Monde. Ce qui est intéressant, en fait, de savoir avec cette Coupe du Monde de 1930, c'est qu'en fait, le football commence à devenir vraiment une arme géopolitique, un instrument d'influence, en fait. Ce qu'on peut remarquer par exemple, c'est que la Roumanie va participer à cette première compétition. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un souverain qui est désigné en 1930, qui est Carol II. Donc désigné au début de l'année 1930, et sa première décision en tant que roi de Roumanie, c'est d'envoyer des athlètes roumains pour participer à cette Coupe du Monde de football. D'accord. On se rend compte qu'en fait c'est vraiment un instrument pour montrer son pouvoir. On est une grande nation. Ouais. Si on est une grande nation en fait sur le plan géopolitique. D'accord. Ok, donc en fait, si pour résumer un peu ce que tu viens de nous dire, c'est que finalement la première Coupe du Monde, c'est finalement les prémices de la géopolitique dans la Coupe du Monde qu'on connaîtra plus tard. C'est-à-dire que c'est les raisons économiques, c'est les raisons de souveraineté et finalement de représentation internationale qu'un pays peut avoir qui ont fait que à la fois l'Uruguay a eu la Coupe du Monde et que
d'autres pays n'ont pas eu, et que certains pays ont participé ou non à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, 4 ans plus tard, et 8 ans plus tard, 34 et 38, il y aura 2 autres Coupes du Monde. Finalement, c'est tous les 4 ans. Alors, si je ne me trompe pas, en 34, c'est passé dans quel pays en 34 En Italie. Première Coupe du Monde en Europe, donc en Italie. Oui, excuse-moi, termine. Oui, ce qui est un peu intéressant à dire sur cette Coupe du Monde de 1934, bon, ça se passe en Italie fasciste, celle de Mussolini. Donc, pareil, que là, vraiment, le monde devient vraiment un instrument de pouvoir, que Mussolini vient d'arriver, qu'il a un nouveau modèle à mettre en œuvre, donc ce modèle fasciste. Et donc, le modèle fasciste fait aussi la part belle aux athlètes, puisque le fameux homme fasciste, enfin, l'homme fort, l'homme sportif, l'homme puissant, il faut montrer cette puissance-là. Donc l'Italie remporte cette compétition. Et d'ailleurs, ça va se répéter 2 ans plus tard avec l'Allemagne, mais les Jeux Olympiques. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va se passer, oui. Et ce qu'on peut noter dans cette Coupe du Monde 1934, c'est l'absence des pays sud-américains. L'Argentine, l'Uruguay et le Brésil boycottent cette Coupe du Monde parce qu'ils refusent, parce qu'en fait les Européens avaient boycotté 4 ans plus tôt. Donc on est toujours sur des contextes géopolitiques. Alors, je t'ai coupé tout à l'heure, mais pourquoi est-ce que les pays européens ont boycotté la Coupe du Monde finalement en Uruguay, et pourquoi l'Angleterre l'a boycotté en tout cas. Ah oui, parce que c'était en Angleterre, parce que d'accord, ça je comprends. Et l'Angleterre l'a boycotté en 1930 parce que l'Angleterre, une attitude un peu snobinard, d'en dire, a refusé de faire une Coupe du Monde en Uruguay. D'accord, simplement. Ok. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette Coupe du Monde 1934. Je sais que ça a été un des tournois les plus violents. On a notamment en tête la demi-finale Italie-Espagne, où on a 8 joueurs blessés à la fin du match, dont 5 Espagnols, ce qui témoigne en fait de la violence du match, parce qu'il y a vraiment cette envie de l'emporter de la part d'Italie notamment, et donc... Est-ce que tu penses que les joueurs s'y autant à l'époque ? Non. C'est la question qu'il faut se poser aussi. Et donc c'est l'Italie qui gagne finalement. C'est l'Italie qui l'emporte. Et 4 ans plus tard, il gagne aussi. Alors là, ça se passe dans quel pays en 38 ? Je crois que ça passe en France en 38, 4 ans plus tard, et c'est l'Italie qui gagne. Et donc après 38, donc, comme tout le monde le sait, la guerre mondiale se produit. Donc finalement toutes les compétitions internationales sont arrêtées, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, et la Coupe du Monde reprend en 1950. Donc elle reprend au Brésil, parce que l'Europe était un continent dévasté par la guerre. Ni la France ne pouvait accueillir la Coupe du Monde, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Donc finalement c'est la raison pour laquelle ça s'est passé au Brésil. Et donc là, c'est l'Uruguay qui gagne encore une fois face au Brésil en 50. D'ailleurs, ce match est resté dans les annales du sport parce que ils perdent 1-0, je crois, juste avant la fin du match, et il y a des gens qui sont suicidés. Donc ça montre aussi l'importance que prend ce sport. Et là, lié à la géopolitique, la Coupe du Monde, enfin la guerre mondiale, qui arrive après. Et donc 4 ans plus tard, et là, moi, c'est une Coupe du Monde que je trouve très intéressante. Elle se déroule en Suisse. Alors, on peut dire, moi, c'est mon hypothèse, elle se déroule en Suisse parce que la Suisse n'a pas été touchée par la guerre comme les autres pays. Et donc là, Mathieu, la Coupe du Monde de 54, est-ce que tu peux nous en dire un peu ? Excusez-moi, parce qu'il est en train de boire une bière, donc c'est quand même assez drôle. Vas-y, on t'écoute. Non, justement, voilà. Maintenant, on va faire un petit saut dans le temps. Donc, après cette fameuse Seconde Guerre mondiale où il n'y a eu aucune Coupe du Monde, donc la première Coupe du Monde en Europe, c'était en 1954. En effet, en Suisse, ce qui peut paraître un peu étonnant, sachant que la Suisse, à cette époque, n'était pas une grande nation. Donc, c'est la 5e édition de la Coupe du Monde. Dans un contexte de géopolitique renouvelé, puisque les 2 blocs ont déjà émergé et se sont renforcés. Alors les 2 blocs, c'est l'URSS, les États-Unis. Oui. Voilà, tout à fait. Bloc de l'Est communiste et le bloc de l'Ouest, on va dire démocratique, entre guillemets, libéral, l'Occident, on peut dire comme ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la finale, en fait, qui voit la jeune RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, très récemment reformée, en fait, grâce aux 3 blocs américains, anglais et français. Donc c'est un peu le retour de l'Allemagne démocratique à l'opposé de la RDA qui arrive en finale. Donc c'est un peu le miracle allemand, alors que 10 ans auparavant ils étaient complètement l'Allemagne était détruite en fait. 1945, Allemagne année 0. Et elle se retrouve en finale contre la Hongrie. Hongrie qui est donc fait partie du bloc communiste, avec un régime d'ailleurs particulièrement autoritaire. Et cette finale
était donc avant largement acquis pour les Hongrois. En tout cas, c'était les pronostics qu'il y avait avant cette finale. Peut-être pour préciser, là, ça peut peut-être pour ceux qui nous écoutent, que ça semble aujourd'hui improbable, la Hongrie à l'époque était la meilleure équipe du monde. Complètement. On l'a vu qu'à l'Euro 2016, c'était plus le cas, mais en tout cas, à l'époque, c'était. Clairement, on voit que les générations après ont suivi. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est considéré, l'équipe de Hongrie de 1954 est considérée comme l'une des meilleures équipes du monde. Il faut savoir que dans la phase qualificative, et puis après les tours qu'il y a eu jusqu'en demi-finale, les scores étaient de 6-1 par exemple. Ouais. Et donc, cette finale qui est à Berne, d'ailleurs on l'appelle le miracle de Berne, parce que les Hongrois archi-favoris se font battre contre les Allemands de la RFA, cette jeune nation un peu qui vient juste d'un bout de l'Allemagne. Juste pour préciser, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas, quand tu dis jeune nation, et jeune nation parce que quand à la fin de la guerre, donc comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, la RFA a été créée, puis il y a la RDA aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il dit jeune nation, parce que là maintenant en soi c'est une nation, mais jeune nation. Voilà, et encore jeune nation, jeune pays plutôt, parce que la nation allemande en fait est divisée en deux, donc c'est plutôt ce jeune pays que les Alliés ont décidé de reformer. Ouais. Et donc l'Allemagne, la RFA remporte surprise générale sa première Coupe du Monde, alors que la Hongrie avait des stars très cotées. Ce qui est intéressant notamment dans ce contexte géopolitique, c'est que des joueurs comme Puskás, qui était hongrois, mais il y avait aussi Kostic, donc bon, un peu difficile à prononcer, mais en tout cas c'était des joueurs qui étaient connus à l'époque, profiteront quelques années plus tard de leur célébrité pour faire des matchs de Coupe d'Europe, pour partir dans des clubs européens et pour rester en Europe. Oui. Ils ne reviendront plus en Hongrie parce que le régime se durcit de plus en plus, le régime communiste se durcit de plus en plus. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fait que le régime se durcit, parce que il y a eu une révolution à un moment donné il y a eu insurrection de Budapest. En quelle année 1954, il me semble. Je crois que c'était 56. 56 Ouais, c'est 56. Autant pour moi. Non, mais c'est pas grave. J'ai semblé un peu autoritaire comme les Hongrois à l'époque. Bon, 2 ans, on s'en fout. 1956, donc on est, le régime s'est particulièrement durci et tous ces joueurs ont pu profiter de leur célébrité pour s'expatrier justement dans ce bloc de l'Occident et continuer leur carrière de footballeur. Donc voilà, après on va continuer un peu sur l'Allemagne et sur la RFA. Alors, peut-être, excuse-moi, je vais peut-être repréciser quelque chose, c'est qu'en plus, alors comme a précisé Mathieu, là, tout le contexte de l'époque, surtout que l'Allemagne, il a parlé du miracle allemand, le fait qu'il gagne la finale, mais surtout à l'époque il y avait aussi le miracle économique allemand. Ah mais complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en 1945 l'Allemagne c'était à zéro complètement. Et ce succès en Coupe du Monde au final illustre bien le succès de la RFA dans sa reconstruction, dans son retour au plan économique, alors que toutes les infrastructures par exemple étaient détruites et la population était démoralisée après ce qui s'est passé. Bien sûr. Ça paraît tout à fait normal quoi. Donc c'est un double miracle et qui se transpose notamment dans le sport. Ouais. Et pour continuer avec la RFA, donc la Coupe du Monde 1974. Donc si j'en parle, vous vous doutez que c'est que la RFA a encore gagné dans un contexte géopolitique là encore un peu renouvelé. Donc toujours en pleine guerre froide, mais c'est post-choc pétrolier qui arrive en 1973, qui a remodelé pas mal les relations, notamment entre les pays. Donc cette Coupe du Monde paraît un peu insolite, parce que notamment certains pays africains commencent à émerger sur le plan du football, justement. Alors sachant que les pays africains, en plus, la majorité était indépendants depuis complètement. C'est une Afrique en voie de décolonisation. Donc il y a par exemple le Zaïre, qui est une ancienne colonie belge, qui arrive donc en Coupe du Monde pour la première fois, jeune nation indépendante, qui représente donc l'émergence de ce football africain, qui dépasse pas les poules, mais ça montre déjà que certains continents commencent à s'éveiller au football. Voilà, l'océan arrivera plus tard, mais là c'est l'Afrique. Et donc en 1974, l'Allemagne n'est toujours pas réunifiée, et c'est pour ça que dans les phases de poule ou en huitième de finale, la RFA va rencontrer la RDA, donc son âme sœur ennemie en fait. En phase de poule, je crois. Phase de poule, c'est possible, ouais. Et donc c'est un match ô combien symbolique et qui s'est soldé par la victoire du pays communiste. Donc, ça je sais pas. Mais je crois que la RFA a porté sur la RDA ensuite. Voilà, tout à fait. En finale. En phase de poule, demi, parce que ce sera pas la finale. Parce que finale à l'époque c'était quand même la grande équipe de Cruyff. C'est une grande victoire pour le bloc communiste justement. Donc ça a été un choc.
Finalement, la RFA arrive toujours à s'en sortir, arrive en finale avec notamment Franz Beckenbauer, le Kaiser qui mène l'équipe. Qui était défense, qui était les droits, je crois, c'est ça, non? Non, libéraux. Pardon. Donc un poste C'est qui est le modèle quasiment libéral, en voie de disparition. Et finalement, s'adjuge le trophée. Il joue contre les Hollandais qui inventent un nouveau football, le football total en fait, qui va renouveler justement la façon de jouer. Et pour terminer avec cette Coupe du Monde, il y a un enjeu vraiment économique qui commence à apparaître, notamment aussi dans la formule des matchs, avec beaucoup plus d'équipes, ce qui permet notamment aux sponsors, par exemple, d'apparaître un peu plus, notamment Adidas et Coca-Cola, qui bénéficient de temps d'exposition plus importants. Et c'est sous l'égide de Horst Dassler, qui est le président de la FIFA, à cette époque, que vraiment le football va arriver dans une nouvelle dimension à partir de cette époque, et ça sera exponentiel. D'accord. Alors, j'aimerais juste repréciser, alors ça pour le coup c'est plutôt le cœur qui parle que la raison, parce que Mathieu a parlé de la Coupe du Monde 74, alors là pour le coup c'est même pas de la géopolitique, c'est juste que, un petit hommage à mon père, c'est vrai que l'équipe de Cruyff à l'époque c'était la meilleure équipe du monde et que toute sa génération était dégoûtée de les voir perdre en finale face à l'Allemagne, et comme on dit finalement le foot est un sport qui joue à 11 avec l'Allemagne qui gagne à la fin. Alors, et d'ailleurs pour reparler de l'Allemagne, alors on en parlera peut-être après, parce qu'il y a d'autres Coupes du Monde peut-être à aborder, que peut-être tu vas aborder. Moi j'ai pas parlé de l'Allemagne particulièrement, mais peut-être avant 90 peut-être, dans les années 80. Celle de 78, ouais, tout à fait. Je peux en parler sous le point de vue vraiment géopolitique, pas vraiment sportif en fait. Bon, parce que cette Coupe du Monde, comme vous le savez peut-être, elle se déroule en Argentine. En Argentine, on a depuis 76 une junte militaire qui est au pouvoir. D'accord. Donc c'est un régime très dictatorial, très autoritaire. Et donc, en fait, au moment où on s'apprête à disputer cette Coupe du Monde, en France et dans d'autres pays européens, mais ce qui nous intéresse c'est surtout en France, on va avoir des manifestations et des prises de position assez fermes de la part d'intellectuels. D'accord. Voilà, déjà, on a Simone Signoret, par exemple, à l'époque, qui prend déjà part contre cette Coupe du Monde. Et déjà BHL, qui a ratifié d'autres interventions par la suite. Évitons les sujets polémiques, passons aux choses. C'est la partie intellectuelle qui se lève, en fait, contre le déplacement de la France à cette Coupe du Monde. D'accord. Sauf en fait que le côté sportif va prendre le dessus pour une fois sur le côté géopolitique. Alors est-ce que c'est le côté sportif ou le côté financier? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, finalement la Coupe du Monde prend une ampleur financière importante depuis 74, même avant. Est-ce que finalement... En tout cas pour la France, je prends vraiment le prisme français là, le côté sportif va prendre le dessus en France, parce qu'en fait la France n'a pas joué de Coupe du Monde depuis 66. Ouais. Donc elle est qualifiée pour cette Coupe du Monde 78, donc elle a vraiment envie de la disputer en fait cette Coupe du Monde pour revenir un peu au niveau, et donc à l'époque le pouvoir politique en France, Raymond Barre qui est le Premier ministre, vont laisser passer un petit peu vont taire un peu ce côté dictatorial de l'Argentine, alors même qu'on sait que à 2 pas du stade où on va disputer la finale de la Coupe du Monde en Argentine, on a un bâtiment où on torture en fait des opposants politiques au régime argentin. Donc ce qui est assez un peu paradoxal, comme si ça se passait aussi dans le Brésil par exemple, où on va exproprier des gens. Tu parles pour la Coupe du Monde 2014, ou ce qui va se passer au Qatar. Bon, ça, voilà, en fait, c'est un sujet on passe un peu sous silence des sujets un peu gênants pour le côté sportif qui va dessus en fait. Et à la fin, qui gagne? À la fin, qui gagne, je ne sais plus. C'est l'Argentine, c'est l'Argentine, d'ailleurs. C'est ça. Et d'ailleurs, alors, à l'époque, parce que peut-être que tu veux encore dire. Non, c'est bon. Parce qu'à l'époque, 78, alors comme j'ai dit tout à l'heure, Cruyff avait participé à la Coupe du Monde de 74, et à l'époque, les rumeurs disaient que Cruyff n'ait pas participé à la Coupe du Monde de 78. Alors oui, il y a cette fameuse histoire là, il y a plusieurs versions, plusieurs hypothèses sur la non-participation de Cruyff. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il a été cambriolé dans sa maison à Barcelone, qu'il a été traumatisé, donc il a refusé de participer à la Coupe du Monde. Il y en a d'autres qui vont dire que justement il s'est dressé contre la dictature en Argentine, ce qui n'est pas vraiment le cas. Enfin, il n'a pas vraiment donné de raison. Ouais, parce qu'il y en a aussi, j'avais lu ça, qui aussi disait qu'il avait subi des pressions. Alors de la part là je sais pas m'aventurer là-dedans parce que je sais pas, mais à l'époque il avait peut-être aussi subi des pressions de la part du gouvernement argentin, parce que Cruyff à l'époque c'était quand même, si vous voulez, c'était comme le Zidane des années 2000, ou le je sais pas, le Cristiano Ronaldo, ou le Messi, Hollande. Enfin, si les Pays-Bas perdent, c'est en partie parce qu'il n'est pas présent aussi à cette Coupe du Monde là. D'accord. Et donc les Pays-Bas perdent une finale de Coupe du Monde pour la 2e fois, il a perdu une 3e fois en 2010, c'est quand même magique. Voilà. Et donc après cette 78, donc les Coupes du Monde des années 80, donc 82, 86. Alors 82, là j'en reparle très rapidement, parce qu'après ça va, j'en parle très rapidement. 82, donc c'est quand même la Coupe du Monde, ça se passe en Espagne.
à Séville, et c'est un match qui va marquer les esprits de la génération de nos parents. France-Allemagne en demi-finale, et en fait ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ce jeu-là a aussi cristallisé un peu les tensions qui pouvaient rester entre la France et l'Allemagne, puisque c'est quand même des générations qui avaient connu la guerre, qui étaient encore vivantes, donc qui connaissaient la guerre. Et il y en a, j'ai lu quelques fois que les politiques Mitterrand, et c'était Helmut Kohl, Schmitt, je crois. en tout cas, vont continuer à faire ce rapprochement franco-allemand. Et donc là, ce match était un peu si vous voulez, la représentation des guerres entre guillemets qui pouvaient rester entre la France et l'Allemagne. Là, c'est vraiment, je fais une grosse aparté. Et donc pour rester sur l'Allemagne, Mathieu, tu voulais nous parler un peu de la Coupe du Monde 90. La Coupe du Monde 90 qui se déroule dans quel pays déjà ? Je me souviens plus. 1990. Je crois que c'est en Italie. Je crois que c'est en Italie 90. Non, l'Italie arrive 3ème, oui, je crois que c'est l'Italie. C'est 90, et donc... Ouais, elle arrive en 3ème d'ailleurs, voilà. Ouais, elle participe pas à sa propre finale. Ouais, d'accord, ouais. Oui, c'est ça. Cette Coupe du Monde particulière, forcément par rapport à la date, 1990, en plein délitement du bloc soviétique. Bon, la chute du mur de Berlin s'est passée un an auparavant. L'URSS existe toujours, mais il est clairement moribond. Tous les pays satellites de l'URSS sont en train de s'effondrer. Donc clairement, on entre dans une nouvelle ère où les États-Unis deviennent l'hyperpuissance aux dépens de l'Union soviétique qui s'effondre complètement. Ce qui est intéressant dans cette Coupe du Monde, de point de vue géopolitique, c'est que elle voit les dernières apparitions de grandes équipes du football, comme la Yougoslavie notamment, qui est une grande équipe de foot quand même. Les pays qui la composent actuellement, la Serbie, Croatie, la Bosnie-Herzégovine, pour des petits pays, quand même des nations européennes, football quand même bien placé. La Tchécoslovaquie notamment va disparaître au profit de la Slovaquie, la République tchèque. La République tchèque est quand même une nation qui a fait demi-finale de l'Euro en 2004. Qui est perdu face à la Grèce. Et bien sûr l'URSS, donc toutes ces équipes participent à la Coupe du Monde 90, ce sera leur dernière Coupe du Monde. Ouais. Et l'URSS, avant l'éclatement fatal et final de ces pays, participe une dernière fois comme un barreau d'honneur. Et qui gagne à la fin ? Et c'est l'Allemagne, comme d'habitude, toujours l'Allemagne qui gagne finalement, alors qu'elle est en train d'effectuer sa réunification qui aura lieu le 3 octobre 90, je sais pas si tu veux dire, en tout cas je peux donc dans le cadre de cette réunification qui est en cours, la RFA remporte son 3e titre en Coupe du Monde, donc ce qui est symbolique, là encore comme un peu en 1954, c'est vraiment le jubilé qui célèbre la chute du mur de Berlin, une équipe de l'Allemagne, RFA, toujours République fédérale. Oui, parce que c'était pas encore unifié. Ils n'avaient pas encore eu le temps, mais bientôt ils seront réunifiés. Mais c'est encore la RFA qui remporte donc personnellement son propre 3e titre, mené par Beckenbauer, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Donc il est sur le banc. Il y a une Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur. Elle gagne contre l'Argentine. 1-0 ou penalty, je me souviens plus. 1-0. L'Allemagne gagne 1-0. D'ailleurs, c'est pas un football forcément particulier en 1990 que l'Allemagne a mené, mais c'est surtout le côté symbolique. Et donc toujours réaliste, toujours bien organisé. C'est vraiment la technique, la Deutsche Qualität allemande. C'est un peu la représentation qu'on a en France de l'Allemagne, quoi. Ouais, complètement. Et là, c'est bien célébré. Et c'est justement à cette occasion, en demi-finale, quand l'Allemagne bat l'Angleterre, c'est là où le capitaine anglais sort justement cette fameuse phrase qu'on a déjà évoquée il y a quelques temps. Alors, il vous dit justement à la fin du match, le football est un sport simple, 22 hommes poursuivent un ballon pendant 90 minutes et à la fin les Allemands gagnent toujours. Voilà. Ça symbolise bien l'Allemagne au football. Et du coup c'est quand même intéressant, là pour le coup l'Allemagne c'est quand même le pays, comme l'a évoqué Mathieu en 54 et 74, c'est quand même le pays où l'histoire contemporaine est liée au grand événement qu'est la Coupe du Monde. 54, le miracle allemand, les gagne, 74, bon il n'y a pas vraiment de grands chocs comme 54, comme la Seconde Guerre mondiale ou la chute du mur, mais voilà, et c'est quand même... Dans un contexte géopolitique renouvelé, voilà, c'est ça. L'Allemagne est toujours là, et toujours présente. Et d'ailleurs pas l'Allemagne en entière, une partie de l'Allemagne, mais une partie de l'Allemagne. Après ça reste une volonté politique, parce qu'on sait que l'Allemagne a participé à toutes les Coupes du Monde, si je me dis pas de bêtises, depuis la réunification. C'est une volonté politique en fait de faire toutes ces Coupes du Monde là, d'être tout le temps là, de se montrer vraiment au mieux quoi. D'accord. Alors après, à partir de 94,
bon, la Coupe du Monde se passe aux États-Unis, donc là, bon, c'est une Coupe du Monde qui est pas très intéressante parce que c'est une Coupe du Monde un peu pas très intéressante. Et puis ensuite, il y a 98. Alors là, on va en parler très rapidement parce que vous connaissez tous le slogan Black Blamber, etc. Et ça, est-ce que Ludo veut en parler de la récupération politique qui a été faite quand même de cette Coupe du Monde, où les joueurs eux-mêmes le disent quand vous écoutez Thuram, Pires, Zidane, etc., qu'en fait, ils se voyaient pas en tant que noir ou arabe, ils voyaient juste un français qui jouait, et la répression politique peut-être. Tout à fait. Alors par rapport à ça, moi c'est en tout cas un sentiment personnel. Bon, on était un peu jeunes nous à l'époque, je devais avoir 9 ans. T'avais 8 ans et moi 7 ans. Ouais, il me Et c'est vrai que, mais même après, en étant plus âgé, je suis pas sûr que les gens à cette époque aient vraiment ressenti une récupération politique, dans le sens où on était tellement heureux que l'équipe gagne, que après tout, Black Blamber, oui, ça faisait plaisir. Peut-être pas sur le moment T. Non, pas sur le moment T en tout cas. Non, c'est sûr, ça c'est clair. Le clair. président, on s'est rendu compte après qu'il y avait une manipulation politique, mais je pense que les gens ne se sont pas forcément rendus compte sur le coup parce qu'ils étaient trop occupés à célébrer, tout simplement, et juste à se contenter de ce qu'ils avaient là devant. Ah, mais c'est. Non, il y a quand même une récupération politique dans le sens où on est sur un gouvernement de gauche qui est celui de Lionel Jospin, avec un président de droite, on est en cohabitation, donc c'est super compliqué, nos politiques. Il y a un gouvernement de gauche qui veut vraiment mettre en valeur mettre en avant ces valeurs-là de respect, d'égalité, de solidarité, etc. Et donc ça tombe à pic, en fait, cette victoire en 98, cette génération Black Blamber, entre guillemets, ça tombe plutôt bien, en fait. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est plutôt récupéré dans ce sens-là. Et je pense que Mathieu, c'est vrai que sur moi, on a tous des souvenirs, mais c'est vrai que sur le moment T, les gens pensaient pas forcément à ça, mais sauf que c'était quand même le slogan et que ça a été récupéré politiquement. Et je pense que finalement, ça a été une réalité. Voilà, c'est ça. Et jusque là, en fait, c'est plutôt la géopolitique, on va dire, locale, pour faire plaisir à notre grand maître Philippe Subra. Bref, ça c'est Philippe Subra qui était notre directeur de master, bref. Et voilà. Et donc 4 ans plus tard, donc la Coupe du Monde 98, ça se finit, on gagne, on est content, on gagne l'Euro 2000 face à l'Italie, ça se passe aux Pays-Bas. Et puis 2002. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'une Coupe du Monde se déroule en Asie. Est-ce que l'un de vous deux veut en parler vite fait ou l'évoquer très rapidement ? Très rapidement. Oui, cette Coupe du Monde, donc ça y est, l'Océanie commence à émerger. Parce qu'il faut savoir que le Japon est regroupé selon la FIFA dans cette grande zone qui est l'Océanie. D'accord. Ouais. Donc en effet, on peut dire voilà, c'est une ouverture un peu de part de marché. L'Asie émergent qui désire avoir plus de football, qui s'intéresse de plus en plus au sport. Moi, je me rappelle de mémoire que cette Coupe du Monde a été relativement ratée, honteuse, faut le dire. Et a été entachée de non-irrégularités. On parlait à l'époque de corruption même. De corruption. Et donc on peut dire voilà, les sombres histoires de la FIFA commencent à émerger à cette époque. Déjà c'était Blatter d'ailleurs. C'est Blatter, ce football corrompu, à la limite de la mafia. Parce que en 2002, ça a été un symbole clairement. Parce que le football devenait finalement, c'était depuis longtemps, mais là vraiment c'était vraiment la machine à cash. Oui, cash concrètement. Si on fait ça en Asie, c'est voilà, et d'ailleurs, la part de marché. Alors, si on dit qu'il y a une corruption, là pour le coup, c'est pas parce que en fait on est pro. Moi je me rappelle, j'avais 11 ans à ce moment-là. C'est vrai qu'il y avait eu un match Espagne-Corée du Sud. C'est ça, et que concrètement j'ai regardé un petit peu les résumés du match, etc. C'est vrai que ce match là avait honteux, et c'était pas le seul, hein. Il y en avait plein d'autres. Bref, et donc là c'est le Brésil qui gagne, donc sa 5e Coupe du Monde. Voilà, le Brésil, toujours attendu, il gagne face à l'Allemagne, qui cette fois n'a pas gagné, donc finalement l'entraîneur anglais avait tort, parce que l'Allemagne gagne toujours sauf face aux Brésiliens. Voilà, je crois en 2014, ça c'est autre chose. Sauf que, mine de rien, elle est toujours bien placée. Parce c'est ça. C'est l'Allemagne qui. Elle fait toujours demi-finale, finale, elle gagne pas toujours, mais elle gagne très très souvent. Et ensuite, il fait jamais des Coupes du Monde de merde en tout cas, si on peut utiliser l'expression. Ensuite, il y a 2006. Alors 2006, au niveau géopolitique, au niveau football, il y a plein de choses à dire, mais au niveau géopolitique, il n'y a pas grand chose à dire, je veux dire, parce que ça se passe en Allemagne, la France, on sait ce qui se passe, le football etc. Bref. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe 4 ans plus tard. Et là, moi, j'aimerais revenir sur 2 choses intéressantes. À la fois sur le fait que ça se passe en Afrique, et à la fois sur l'équipe de France elle-même. Nice, etc. Pour moi, c'est 2 facettes de la géopolitique qui sont intéressantes. Peut-être sur le fait que ça se passe en Afrique, vous voulez que je le dise, ou vous voulez que j'en parle un petit peu, ou vous voulez peut-être évoquer. Tout à fait. Alors, c'est la première fois que ça se passe en Afrique, donc ça se passe en Afrique du Sud. Alors, le Maroc à l'époque avait été aussi candidat pour l'organiser. D'ailleurs, le Maroc avait été favori d'ailleurs. Mais je crois qu'il y avait aussi des soupçons de corruption pour l'attribution. Je sais pas. Toujours l'histoire de la FIFA, des différentes fédérations en tout cas régionales.
qui, avec des jeux politiques, des jeux d'influence, ont fait que l'Afrique du Sud avait cette Coupe du Monde plutôt que le Maroc. Donc voilà, donc là donc ça se passe en Afrique, donc là c'est les Spatningen, etc. Voilà, donc là c'est juste que c'est l'Afrique qui rentre vraiment pour la première fois dans la Coupe du Monde. Mais après ça reste l'Afrique du Sud, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, c'est quand même un pays qui est relativement, entre guillemets, plus riche que les autres, donc ils ont la capacité d'organiser cette Coupe du Monde, ils ont peut-être pas aussi les troubles qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Mais en tout cas c'était l'ouverture vraiment là, ultime, sur le reste du monde. Mais moi ce qui est intéressant dans cette Coupe du Monde, on l'a tous vécu, en tout cas pour ceux qui ont notre âge, si les plus jeunes nous écoutent, peut-être qu'ils ne sauront pas beaucoup. Mais en tout cas, 2010, Naïsna, donc les footballeurs qui refusent de descendre du bus. Est-ce que peut-être nous parler de peut-être du traitement médiatique qu'il y a eu à l'époque, ou peut-être de la façon dont ça a été, vous voyez, dont ça a été repris peut-être par les médias ou les politiques, ou enfin je sais pas, voilà ce que. En tout cas, juste un truc rapidement, c'est que clairement, comparé justement à 1998, là c'est vraiment l'inverse. Oui. C'est justement. C'est justement ces jeunes cons, ces jeunes racailles. Ces jeunes racailles, échec de l'intégration en France. Enfin, là il y a eu une récupération aussi politique, mais à l'inverse, justement, de manière très négative. Et c'est vraiment le pendant, le miroir en négatif de 1998. Ouais. Et on voit donc assez rapidement qu'il y a eu un changement un peu de mentalité en France. Et oui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a eu des critiques qui émanaient de tous les milieux, c'est-à-dire que ce soit des milieux populaires, donc c'est les gens chez eux qui vont critiquer, mais aussi dans la presse, mais aussi les politiques. On a des prises de position à celle de Roselyne Bachelot, je crois, qui est la ministre des Sports. De Sarkozy, président de la République. Voilà, pour moi, c'est pas le rôle du président. Le président qui prennent part, qui disent que ces jeunes-là sont irresponsables, que... Donc on voit que le foot a une dimension vraiment plus importante qu'un certain. Tout à fait, oui. Et surtout en France. Tout à fait. Donc voilà, donc là, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus, ou je pense qu'on a fait le tour? Ce qu'on peut dire aussi, ajouter, c'est les 20 ans. On est 20 ans après la libération de Nelson Mandela de prison, donc après la fin de l'apartheid, donc après une grosse période compliquée pour l'Afrique du Sud, donc il y a une renaissance sud-africaine. Et donc cette Coupe du Monde tombe 20 ans après, pile pour montrer justement l'unité sud-africaine, ce qui en fait n'est pas vraiment le cas, parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans les townships, qui sont dans la misère, etc. Mais il fallait montrer un bon visage. Et c'est pas réussi, je pense. Les gens ont plutôt vu l'Afrique du Sud sous un beau jour. Oui, c'est vrai. Bah, sauf dans les stades où il y avait les vuvuzelas qui étaient insupportables, je le rappelle, ça me gonflait, quoi. D'ailleurs les joueurs n'entendaient même pas les coups de sifflet, c'était des hors-jeux et tout. C'était aberrant. Et donc 2010, donc là c'est les Spatningen face aux Pays-Bas, donc ils perdent une troisième fois en finale. Et donc 2014, là ça se passe au Brésil. Alors ça, pour moi géopolitiquement c'est très intéressant, puisque le Brésil organise donc la Coupe du Monde en 2014 et organise les Jeux Olympiques en 2016. Pour préciser, ils ont eu l'attribution de ces deux événements. Alors pour les Jeux Olympiques c'est en 2009 et pour la Coupe du Monde c'est en 2007. Ils l'ont eu au moment où économiquement ils étaient en croissance énorme et où politiquement ça tenait plus ou moins la route. Et puis 2014, aux alentours de 2014, 2015, 2016, c'est la cata. Parce que finalement, je sais pas, vous en parlez... Pas spécialiste sur l'économie non, pas l'économie, mais juste qu'en fait ils subissent ce qui se passait en 2008 quoi. Voilà, c'est ça, ils ont un retour de bâton en fait, qui est assez dur et qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein. Ils sont toujours en crise politique, économique et sociale, et donc ça tombe mal, cette Coupe du Monde tombe mal. Et ce qui est intéressant, c'est pour revenir à la comparaison avec l'Allemagne de 54, j'ose faire cette comparaison, j'y pense d'un coup là, avec l'Allemagne de 54, l'Allemagne était en plein miracle économique, en plein miracle politique, la RFA du moins, et donc gagne la Coupe du Monde. Le Brésil subit une crise économique, une crise sociale, et ils perdent face à l'Allemagne. 7-1, donc c'était vraiment l'illumination totale. Donc juste cette comparaison est quand même intéressante, que finalement, est-ce que c'est aussi la géopolitique peut être toujours présente. Je fais pas de... Non, c'est-à-dire que je dis pas que c'est la géopolitique qui a entraîné la défaite du Brésil. Ce que je veux dire, c'est que la géopolitique, c'est juste que ça montre que c'est quand même présent, quoi. Ouais, il y a dû avoir un peu quand même une influence, un effet, du moins du contexte politique au Brésil, une attente énorme, notamment une contestation aussi de cette Coupe du Monde de la part des Brésiliens. Et forcément, les joueurs brésiliens sont pas imperméables à ce qui se passe dans leur pays, aux médias et tout. Bien sûr. Je pense que ça a dû décupler la pression. Et on l'a vu notamment avec l'effondrement en demi-finale, mais même avant, quand il y a eu les tirs au but
contre le Chili, donc Oui, tout à fait. Brésil-Chili. C'était en quart, c'est ça? En quart de finale. Ouais. On a eu par exemple Thiago Silva, qui était le capitaine, leader de l'équipe du Brésil, s'effondrer en larmes avant les tirs au but, tellement que la pression était forte. Tout rendait ça, et avec un contexte politique pas forcément apaisé, ça y a joué forcément sur le moral. Le pouvoir brésilien comptait sur cette Coupe du Monde, comptait gagner cette Coupe du Monde pour justement apaiser les tensions. Dire bon voilà, il y a des problèmes économiques, sociaux, tout ce qu'on a dit. Si on gagne la Coupe du Monde, ça va tout apaiser. Tout le monde va être content, comme il s'est passé à 98 Parce en qu'en France. plus, le Brésil, c'est une vraie religion. Donc en plus de ça, Voilà, donc tout le monde sera content. Et là, ça foire en fait. Donc c'est un peu con et c'est ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes aujourd'hui au Brésil. Ah, tout à fait. Donc voilà, après, donc, le Brésil, voilà, et donc là on va juste évoquer les 2 prochaines Coupes du Monde qui vont arriver, donc celle de 2018 qui va arriver cette année, comme j'ai dit au début du podcast, et celle de 2022. 2018, donc ça se passe en Russie. Là finalement ça peut peut-être revenir à la comparaison avec l'Argentine. Alors, j'aime pas trop les comparaisons, mais je veux dire c'est quand même un pays qui peut être critiqué par certains chefs d'État, et on pourrait se dire, si finalement ils sont aussi critiques, ils pourraient refuser les gouvernements pourraient refuser que leur équipe aille en Russie. Après, la Russie est un grand pays, donc... Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le Qatar. Et là, je trouve qu'on a atteint le summum de la... Alors, je sais pas comment dire ça, La mais marchandisation du foot. de la marchandisation du foot, et finalement que la géopolitique la prend vraiment tout son... prend matière vraiment dans cette attribution, parce que normalement, l'attribution de Coupe du Monde, c'est toujours 7 ans avant. Là, c'est la seule fois dans l'histoire où c'est 11 ans avant. De ça va être fait en hiver. C'est quand même, je trouve ça quand même aberrant quand même. Ça va être fait en hiver. Je trouve ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou pas, ou peut-être un petit mot, je sais pas ce que vous en pensez vous de votre analyse géopolitique. Pourquoi est-ce que c'est le Qatar qui a réussi à avoir la Coupe du Monde? Bah voilà, ça représente bien justement ce qu'est devenu la FIFA, ce qu'est devenu aussi l'organisation des Coupes du Monde, c'est-à-dire qu'il y a une part économique qui prend complètement le dessus sur l'aspect purement sportif. Ouais. Et donc on en parlait déjà en 1974, en 2002 notamment, aussi en 2010 d'ailleurs, avec l'ouverture à l'Afrique. Bon, là clairement cette Coupe du Monde au Qatar, c'est presque l'apogée justement de cette FIFA qui résonne en termes de part de marché, en termes de business, d'économie. C'est le Qatar qui a le plus d'argent sur la table. Le Qatar, là aussi, a un côté très symbolique en termes de géopolitique, si on l'attribue au Qatar, qui n'est absolument pas une nation du football. Qui non seulement n'est pas une nation du football, qui non seulement n'a jamais fait de Coupe du Monde, mais qui en plus, alors là, pour le coup, les chantiers sont quand même quelque chose d'assez honteux, puisqu'il y a des gens qui meurent sur les chantiers, tout le monde s'en fout. L'attribution en hiver, moi personnellement je me tâte encore aujourd'hui à savoir est-ce que je vais regarder cette Coupe du Monde en 2022 parce que je trouve ça honteux que ça se passe en hiver. Pour moi ça s'associe à l'été, à la fête, etc. Bon après ça, chacun a son avis là-dessus, voilà, mais juste pour vous dire que la géopolitique est vraiment présente et que finalement si le Qatar a réussi à avoir cette Coupe du Monde 11 ans avant, tout le monde le sait que c'était pour la corruption et personne n'agit. Donc ça montre aussi le pouvoir du Qatar et que la géopolitique est assez puissante. Voilà. Donc je crois qu'on a fini sur ce podcast. Donc déjà je vous remercie d'avoir participé les gars. Merci à toi. Merci Alexandre, merci Mathieu. Donc le prochain sujet du podcast, je verrai ce que c'est, je sais pas encore, on verra. En tout cas j'espère que ça vous a intéressé. Et puis n'oubliez jamais que la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et que vous aussi vous pouvez en parler et n'ayez pas honte. Donc si vous voulez parler d'un sujet, donnez-moi n'importe quel sujet. Si vous voulez en parler, venez, ça sera un grand plaisir pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt.